Pendant 6 mois, les équipes de recherche ont ratissé chaque mètre carré de la forêt des Cévennes. Ils ont installé leur camp de base, organisé leur briefing quotidien, coordonné des centaines de bénévoles. Et pendant tout ce temps, l'homme qu'ils cherchaient les observait depuis sa cache, à exactement 237 mètres de leur tente de commandement. Il aurait pu se montrer à tout moment. Mais il ne voulait pas être trouvé. Et quand ils ont finalement découvert pourquoi, personne n'a pu croire la vérité. Le 12 mars 2023, Édouard Fontaine, 52 ans, cadre supérieur dans une multinationale pharmaceutique à Lyon, avait pris sa voiture et roulé vers les Cévennes. Il avait dit à sa femme Marianne qu'il partait en week-end de randonnée pour se vider la tête. Elle n'avait rien trouvé d'inhabituel dans cette annonce. Édouard aimait la nature, faisait régulièrement des escapades solitaires. Il promit de rentrer le lundi soir. Ce que Marianne ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est qu'Édouard était au bord de l'effondrement psychologique. Pendant des mois, il avait maintenu une façade parfaite, le mari attentif, le père présent pour ses 2 enfants adultes, le cadre efficace gérant des millions d'euros de budget. Mais intérieurement, il se désintégrait. La pression professionnelle était devenue insoutenable. Les réorganisations constantes, les objectifs impossibles, la politique d'entreprise toxique. À la maison, le mariage était devenu une coquille vide, une cohabitation polie entre 2 étrangers. Ses enfants, maintenant adultes, ne l'appelaient que quand ils avaient besoin d'argent. Ils se sentaient utilisés, vidés, dépourvus de sens. Édouard avait planifié sa disparition pendant 3 mois. Pas un suicide, l'idée ne lui avait jamais vraiment traversé l'esprit. Mais une disparition, un effacement, un recommencement. Il avait retiré progressivement de l'argent liquide, par petites sommes pour ne pas éveiller les soupçons. Il avait acheté du matériel de camping, des outils, des provisions non périssables, tout payé en cash dans différents magasins. Il avait étudié des cartes topographiques des Cévennes, identifié des zones isolées, peu fréquentées. Ce vendredi matin, il conduisit jusqu'à un parking isolé près du village de Saint-Jean-du-Gard. Il laissa sa voiture là, porte déverrouillée, clé sur le contact, portable sur le siège passager. Un message clair pour quiconque la trouverait, abandon volontaire. Il voulait qu'on pense à un suicide potentiel. Cela donnerait plus de temps avant qu'on ne le cherche vraiment. Il chargea son sac à dos bourré de matériel de camping, de nourriture lyophilisée, d'outils de base et s'enfonça dans la forêt. Il marcha pendant 6 heures, s'éloignant de tous les sentiers balisés, utilisant une boussole pour naviguer à travers le terrain accidenté. Il cherchait quelque chose de spécifique, un endroit isolé, avec de l'eau à proximité, difficile d'accès, invisible. Il le trouva en fin d'après-midi. Un petit vallon encaissé, caché par une végétation dense, traversé par un ruisseau. Sur le flanc de la colline, à demi dissimulé par des buissons et des arbres tombés, une petite grotte naturelle. Pas profonde, peut-être 3 mètres de fond, mais suffisamment pour servir d'abri. C'était parfait. Édouard installa son camp. Il nettoya la grotte, dégageant les branches mortes et les débris. Il étendit une bâche au sol, installa son sac de couchage. Il construisit un petit foyer de pierre devant l'entrée, positionné de manière à ce que la fumée se disperserait à travers les arbres, invisible de loin. Il camoufla l'entrée avec des branches et des fougères. De l'extérieur, même en passant à 10 mètres, on ne remarquerait rien. Ce premier soir, assis devant son petit feu, Édouard ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de la paix. Pas de téléphone qui sonne, pas d'emails urgents, pas d'attente, pas de jugement. Juste le crépitement du feu, le murmure du ruisseau, le chant des oiseaux nocturnes. Il pleura, libérant des années de tension accumulées. À Lyon, Marianne commença à s'inquiéter le lundi soir quand Édouard ne rentra pas. Elle tenta de l'appeler, tombant sur son téléphone qui sonnait dans la voiture abandonnée. Le mardi matin, elle contacta la police. La voiture fut localisée rapidement. L'absence du téléphone et des clés laissées suggérait fortement un acte désespéré. Les recherches débutèrent immédiatement. Les gendarmes, habitués à ce type de situation dans cette région montagneuse, déployèrent leur protocole standard. Chiens de recherche, équipe au sol, survol en hélicoptère. Ils concentrèrent leurs efforts dans un rayon de 10 km autour de la voiture, fouillant les ravins, les cours d'eau, les zones accessibles. Après 3 jours sans résultat, l'affaire prit de l'ampleur. Les médias locaux couvrirent la disparition. Des volontaires rejoignirent les recherches.
On installa un camp de base dans une clairière, à environ 4 km du village. Des tentes pour les équipes de recherche, un poste de commandement, des cartes détaillées sur des tables, des briefings quotidiens. Ce que personne ne réalisait, c'est qu'Édouard était à portée de vue. Depuis sa grotte, en grimpant à un arbre situé à une 50aine de mètres, il pouvait observer le camp de base. Il voyait les tentes, les véhicules, les allées et venues des sauveteurs. Il les entendait parfois, quand le vent portait dans la bonne direction. C'était surréaliste, terrifiant et exaltant à la fois. Les premières semaines, Édouard vécut dans une tension constante. Chaque bruit suspect le faisait sursauter. Il était certain d'être découvert d'un moment à l'autre. Les équipes de recherche passaient parfois à quelques dizaines de mètres de sa cache. Une fois, un groupe passa si près qu'il pouvait entendre leur conversation. Il resta immobile dans sa grotte, retenant sa respiration, le cœur battant. Mais ils ne le trouvèrent jamais. Son camouflage était trop bon. Le vallon où il s'était caché était encaissé, invisible des crêtes environnantes. La végétation dense le masquait depuis le bas. Et surtout, personne ne s'attendait à ce qu'il se cache volontairement si proche de la zone de recherche. La logique voulait qu'un disparu soit mort, soit loin. Pas caché à quelques centaines de mètres. Édouard développa une routine de survie. Il se levait à l'aube, avant que les équipes de recherche ne soient actives. Il collectait de l'eau du ruisseau, qu'il filtrait et faisait bouillir. Il cherchait de la nourriture, champignons comestibles qu'il avait appris à identifier grâce à un guide qu'il avait emporté, plantes sauvages, bailles, noix. Il installait des pièges rudimentaires pour attraper de petits animaux aux lapins, écureuils. La première fois qu'il dut tuer et dépecer un lapin, il vomit. Mais la faim est un professeur impitoyable. Il rationna strictement ses provisions initiales, gardant la nourriture lyophilisée pour les urgences. Il découvrit qu'il pouvait survivre avec étonnamment peu. Son corps s'adaptait, son métabolisme ralentissait. Il perdait du poids rapidement, mais restait fonctionnel. Les nuits étaient les plus difficiles. Le froid de printemps était mordant. Même dans son sac de couchage, il grelottait souvent. Il nourrissait son feu avec parcimonie, juste assez pour maintenir une chaleur minimale sans créer trop de fumée visible. Il dormait par courtes périodes, toujours en alerte. Mais lentement, les semaines passant, quelque chose changea. La peur constante d'être découvert s'atténua. Édouard commença à s'installer véritablement dans cette nouvelle vie. Il améliora sa grotte, construisant des étagères rudimentaires avec des branches, organisant ses possessions minimales. Il créa une zone de stockage pour le bois de chauffage, une autre pour les provisions. Il établit des parcours de chasse et de cueillette, des routes à travers la forêt qu'il connaissait maintenant par cœur. Il apprit les rythmes de la nature, quand les champignons poussaient, où les animaux venaient boire, quels arbres donnaient des fruits comestibles. Il devenait partie intégrante de cet écosystème. À la fin avril, après 6 semaines de recherches intensives, les opérations officielles furent progressivement réduites. On n'avait trouvé aucune trace, aucun indice. Édouard Fontaine fut officiellement classé comme disparu, présumé décédé. Le camp de base fut démantelé. Les équipes se retirèrent. Le silence retomba sur la forêt. Édouard observa le démantèlement depuis son perchoir dans l'arbre. Il vit les tentes être repliées, les véhicules partir un par un. Il ressentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que la pression constante de se cacher disparaissait. Tristesse parce que c'était la confirmation finale, il était vraiment coupé du monde maintenant. Marianne, ses enfants, tous pensaient qu'il était mort. Il était, dans un sens, devenu un fantôme. Mais arriva, apportant des températures plus clémentes. La forêt explosa de vie. Les fleurs sauvages tapissaient les clairières. Les oiseaux nichaient, leurs chants remplissant l'air. Édouard se sentait revivre. Son corps maigrissait mais se musclait, adapté aux efforts quotidiens de la survie. Sa peau bronzait sous le soleil filtrant à travers les feuilles. Sa barbe poussait longue et broussailleuse. Il développa une forme de paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Les obsessions de sa vie d'avant, l'argent, le statut, la réussite, semblaient ridicules maintenant. Ici, la seule chose qui comptait était la survie immédiate. Trouver de la nourriture. Maintenir l'abri. Rester au sec. Cette simplicité était libératrice. Il parlait à voix haute,
des conversations avec lui-même, avec la forêt, avec des interlocuteurs imaginaires. Il racontait sa journée aux arbres. Il débattait de philosophie avec les écureuils. Il maintient sa santé mentale en restant verbalement actif, même sans interlocuteur humain. Il tint un journal sur des morceaux d'écorce avec du charbon de bois. Des pensées fragmentées, des observations sur la nature, des réflexions sur sa vie d'avant. Relisant ses premières entrées des semaines plus tard, il notait comment son écriture, son mode de pensée avait changé. Il devenait quelqu'un d'autre. Juin, juillet, août passèrent dans une sorte de transe temporelle. Édouard perdait la notion précise des jours. Il marquait les semaines approximativement par les phases de la lune, mais même cela devenait vague. Le temps linéaire de la civilisation se dissolvait dans le temps cyclique de la nature. Il eut des moments de doute intense. Des nuits où il pensait à Marianne, se demandant comment elle allait. À ses enfants. À ses amis. La culpabilité le rongeait. Qu'avait-il fait? Comment pouvait-il leur infliger cette souffrance? Mais chaque fois qu'il envisageait de sortir de la forêt, de se révéler, l'anxiété le submergeait. Retourner à cette vie qu'il avait fuie lui semblait impossible, insupportable. Septembre arriva. Les températures commencèrent à baisser. Les feuilles viraient au rouge et or. Édouard savait qu'il devait se préparer pour l'hiver. Il intensifia sa collecte de bois, empilant des réserves massives. Il répara et renforça son abri. Il stocka autant de nourriture qu'il pouvait sécher et conserver. Il envisagea brièvement de quitter la forêt pour l'hiver. Peut-être trouver un village isolé, se faire passer pour un sans-abri, demander refuge. Mais le risque d'être reconnu, même avec son apparence transformée, était trop grand. Il décida de rester, de tenter de survivre à l'hiver dans sa grotte. Octobre fut difficile. La nourriture se raréfiait. Les animaux préparaient leur hibernation, devenaient plus méfiants. Les champignons cessaient de pousser. Édouard maigrissait dangereusement. Il dut puiser dans ses réserves de nourriture lyophilisée, calculant soigneusement pour qu'elles durent jusqu'au printemps. Novembre fut brutal. Les premières neiges tombèrent. Le ruisseau commença à geler par endroits. Édouard passait la majorité de son temps dans sa grotte, enroulé dans son sac de couchage et toutes les couches de vêtements qu'il possédait, maintenant un petit feu constant. Le bois qu'il avait stocké s'épuisait plus vite que prévu. Il tomba malade. Une fièvre, probablement une infection quelconque. Sans médicaments, sans soins, il lutta pendant des jours, délirant, oscillant entre conscience et inconscience. Il pensa qu'il allait mourir là, dans cette grotte qu'il avait choisie comme refuge. Ironiquement, après avoir survécu 6 mois, c'était maintenant qu'il allait périr. Mais son corps, endurci par des mois de vie primitive, lutta et gagna. La fièvre brisa. Il survécut, affaibli mais vivant. Cet épisode le terrifia. Il réalisa à quel point sa situation était précaire. N'importe quelle blessure sérieuse, n'importe quelle maladie, et il mourait seul dans ses bois. Décembre passa dans un brouillard de froid et de faim. Édouard était maintenant squelettique, ses vêtements pendaient sur son corps émacié. Ses mains tremblaient constamment. Il dormait la plupart du temps, conservant son énergie. Il comptait les jours jusqu'au printemps, jusqu'à ce que la vie revienne dans la forêt. Janvier arriva. Et avec lui, quelque chose d'inattendu. Des bruits dans la forêt. Des voix humaines. Édouard, intrigué et alarmé, sortit prudemment de sa grotte. De sa position d'observation habituelle, il vit un groupe de randonneurs. Pas des sauveteurs. Juste des gens profitant de la forêt enneigée. Quelque chose craqua en Édouard. Après 9 mois d'isolement complet, voir d'autres humains provoqua une réaction émotionnelle intense. Il réalisa à quel point la solitude lui pesait, combien l'interaction humaine lui manquait. Il eut l'impulsion soudaine de courir vers eux, de se révéler, de demander de l'aide. Mais il resta caché, regardant le groupe passer, leur rire et conversation s'éloignant. Quand ils disparurent, il pleura. Des sanglots profonds, libérant des mois de solitude accumulés. Il comprit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. L'hiver avait presque réussi ce qu'aucune équipe de recherche n'avait pu faire. Le briser. Fin janvier, Édouard prit une décision. Il allait sortir de la forêt. Pas pour retourner à sa vie d'avant, c'était impossible. Mais pour trouver une autre solution.
Peut-être une nouvelle identité dans un autre pays. Peut-être se confier à quelqu'un, demander de l'aide pour gérer sa disparition officiellement. Il commença à planifier, économisant ses dernières forces. Mais son corps affaibli ne coopérait plus. Il tombait, trébuchait constamment. Ses muscles fondus ne pouvaient plus supporter même son poids réduit. Il réalisa avec horreur qu'il était peut-être trop faible maintenant pour marcher les plusieurs kilomètres jusqu'à la civilisation. Début février, un événement fortuit changea tout. Un chasseur local, pistant un sanglier, s'aventura hors des sentiers habituels. Il suivait des traces dans la neige qui le menèrent dans des zones rarement visitées. Et là, il remarqua quelque chose d'étrange. De la fumée, très faible, s'élevant à travers les arbres. Curieux et méfiant, braconnier peut-être? Il s'approcha prudemment. Il découvrit la grotte camouflée, le foyer de pierre, et à l'intérieur, une forme humaine décharnée, plus morte que vive. Édouard le regarda avec des yeux enfoncés, trop faibles même pour parler. Le chasseur, choqué, appela immédiatement les secours. Dans l'heure qui suivit, une équipe médicale arriva. Quand ils virent l'état d'Édouard, ils ne pouvaient pas croire qu'il soit encore en vie. On l'évacua d'urgence vers l'hôpital d'Alès. L'identification fut rapide. Édouard Fontaine, l'homme disparu depuis 9 mois, présumé mort. L'homme que des centaines de personnes avaient cherché pendant des semaines. L'homme qui avait été à 237 mètres, mesuré ultérieurement avec précision, du camp de base des sauveteurs. L'histoire explosa dans les médias. Comment avait-il survécu? Pourquoi s'était-il caché? Les questions fusaient de toutes parts. Édouard, hospitalisé, gravement mal nourri, ne donna aucune interview pendant des semaines. Quand il parla enfin, ce fut pour s'excuser. À Marianne, à ses enfants, à tous ceux qui avaient souffert. Il expliqua son effondrement, son besoin désespéré de fuir, son incapacité à revenir une fois la fuite commencée. Les psychologues parlèrent de fugue dissociative, de dépression profonde non diagnostiquée, de mécanismes de défense extrême. Marianne fut tiraillée entre rage et soulagement. La thérapie familiale prit des mois. Leurs enfants luttèrent pour comprendre. Comment leur père avait-il pu leur faire ça? Édouard n'avait pas de réponse satisfaisante. Il avait agi dans un état de détresse psychologique extrême, et les actions dans ces états ne suivent pas la logique normale. Il ne retourna jamais à son ancienne vie. Le divorce fut finalisé, à l'amiable finalement. Il quitta son poste à la multinationale, liquidant ses actifs. Il utilisa l'argent pour s'installer dans un petit village des Cévennes, ironiquement, pas loin de sa grotte. Il devint menuisier, travaillant de ses mains, vivant simplement. Il maintient des relations avec ses enfants, reconstruites lentement, péniblement. Il ne demande pas de pardon complet, sachant qu'il ne le mérite peut-être pas. Mais il essaie d'être présent maintenant, vraiment présent, d'une manière qu'il n'avait jamais été avant. La grotte où il a vécu est devenue localement célèbre. Certains la visitent, curieux de voir cet endroit improbable de survie. Édouard y retourne parfois, seul, s'asseyant devant l'entrée camouflée. Se souvenant de ces mois étranges où il était mort au monde mais vivant pour lui-même. Les Cévennes continuent d'attirer les randonneurs, les chercheurs de nature, les fuyards de la civilisation. Mais l'histoire d'Édouard Fontaine sert maintenant d'avertissement, la fuite n'est jamais la solution. Les problèmes non résolus suivent, même au cœur de la forêt la plus profonde. La vraie paix vient de la confrontation, du traitement, de la guérison. Pas de la disparition. Édouard le sait maintenant. Il a payé 6 mois de sa vie, et presque sa vie elle-même, pour apprendre cette leçon. Mais il l'a apprise. Et dans cette connaissance durement acquise, il a trouvé une forme de paix différente de celle qu'il cherchait. Plus vraie, plus durable. La paix qui vient de l'acceptation et du changement authentique, pas de la fuite.